Voilà, bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir. Attendez le top d'Internet car on est aussi diffusé sur la chaîne YouTube du Press Club et sur Facebook en live et en streaming. Alors, on va parler des élections américaines, évidemment, avec nos deux invités. George Yates, membre des Républicains Overseas en France. Vous êtes le représentant du Parti républicain ici en France. Et puis, à mes côtés, Joseph Smallhoover, vous êtes représentant des démocrates à Paris. On va évidemment parler de Donald Trump. Qui aurait pu dire il y a encore quelques mois qu'allait émerger le milliardaire Donald Trump? Personne, je pense, aurait parié un cent sur lui et pourtant il est là. Des élections extrêmement clivantes. Beaucoup nous disent que ils hésitent à l'américain à voter soit Hillary Clinton, soit Donald Trump, parce que ni l'un ni l'autre ne leur va, en gros. Est-ce qu'on a bien planté le décor, Monsieur Yates, George Yates? C'est un peu ça cette année. C'est que c'est quand même très compliqué pour un électeur américain. J'ai entendu dire l'autre jour quelqu'un qui disait que Hillary Clinton, Donald Trump, ni l'un ni l'autre n'avaient aucune chance de gagner, sauf le fait qu'ils étaient candidats contre l'autre. Moi, j'ai rencontré un de mes amis l'autre jour à New York qui m'a dit qu'il a décidé tout simplement de ne pas voter. Il est tellement dégoûté par la chose qu'il ne votera pas. Du côté des démocrates, je ne sais pas s'il y a le même sentiment. Joseph Smallhoover, d'accord avec ça, ce qui a été dit? Pas tout à fait. Enfin, sur les républicains, oui. Sur les républicains, je crois que le parti il y a un risque. Je ne pense pas que le risque est très grand, mais il y a un risque même que cette élection peut avoir comme résultat une scission du parti, ou en tout cas, c'est certainement très clair que le parti républicain traditionnel est cette fois-ci complètement à l'écart. Et beaucoup des modérés n'iront pas voter pour le président. Et, à mon avis, ils vont voter quand même pour le Sénat et pour la Chambre des représentants, mais ils ne voteront pas forcément pour la présidence parce qu'ils sont vraiment déçus de Donald Trump. Côté démocrate, en fait, je pense qu'il y a moins... le parti est quand même très soudé. Même si Hillary Clinton représente l'establishment, hein, dont parlait oui, mais c'est pas la même à chose. l'instant George Yates. C'est pas du tout la même chose. Elle a fait un travail remarquable pour faire revenir l'aile gauche du parti. Et Bernie Sanders travaille beaucoup avec elle pour être absolument sûr que ses électeurs participent dans les élections, en sachant que des électeurs de Sanders sont divisés aussi en deux partis. Il a eu beaucoup de soutien dans les indépendants qui l'ont suivi et beaucoup moins d'ailleurs dans les démocrates traditionnels. Donc les démocrates traditionnels sont déjà revenus et ils travaillent pour que ces indépendants également puissent suivre. La question pour nous Français aussi, c'est qui est Donald Trump? Parce que beaucoup le disent populiste, voire même d'extrême droite, pour autant que ça existe aux États-Unis, mais on ne le connaît pas en France. On a vu ériger ce milliardaire, on connaît la Trump Tower, on connaît ses fastes, son goût du luxe, mais qui est-il? Comment est-ce que vous le définiriez? Je crois que c'est un homme d'affaires qui a su réussir. Et je crois que ça, c'est la carte qu'il joue à l'heure actuelle. Je pense que cette élection, on est en train de redistribuer un petit peu les cartes. Le Parti républicain a trop longtemps souffert du fait que c'était vu comme le parti des gens très fortunés. Et Donald Trump, finalement, il est fortuné, mais il a plutôt... C'est quand même un héritier, hein, à la base. Mais je crois que c'est ce qu'il a hérité, il a beaucoup développé. Ouais. C'est ce qu'on sent. Effectivement, il vient d'une famille dans le Queens de New York. Il n'était pas quand même Park ou 5e Avenue, Manhattan, Upper East Side.
c'est un type qui... Mais moi, pour moi, ce qui est très bien dans cette élection, c'est justement l'image du Parti républicain est en train de changer. Et si Donald Trump gagne, et je pense qu'il va gagner, ça serait parce qu'il aurait attiré beaucoup de démocrates et de gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et c'est le Parti démocrate qui a eu ces gens depuis longtemps. D'ailleurs, une chose qui m'étonne beaucoup avec notre président actuel, Obama, je trouve qu'il a très peu fait pour son propre peuple. J'ai entendu dire l'autre jour qu'il n'est jamais allé de nouveau dans le quartier de Chicago. Vous parlez d'Obama, là. Je parle d'Obama. Mais on s'éloigne un petit peu du débat. Non, mais je pense que ça, c'est très important que les démocrates de nos jours sont plutôt des gens fortunés et qui mettent l'accent sur les gens fortunés. Alors, et Obama avait une énorme chance, je pense, de développer lui qui ne l'était pas au départ. Les grosses villes des États-Unis qui sont dans un état désastreux. Vous voyez ce qui se passe presque tous les jours. Et il ne l'a pas fait. Alors, André Berkoff vient de nous rejoindre. On le salue, conseiller éditorial à Valeurs Actuelles, journaliste à Sud Radio et auteur justement de ce livre Donald Trump, les raisons de la colère chez First Edition. D'abord, André, Donald Trump, c'est qui? Est-ce qu'on peut le comparer, je ne sais pas, chez nous en France, à un Bernard Tapie? C'est ce profil-là? C'est qui, Donald Trump? Je dirais que c'est bien que vous parliez de Bernard Tapie, dans la mesure où quand j'ai rencontré pour la première fois Donald Trump, il faut que je raconte, il n'était pas du tout dans la politique, il était dans l'immobilier. Et j'ai rencontré pour la première fois en 87-88. J'avais un ami qui était general manager du Plaza Hotel, sur la 5e avenue et devant Central Park. Et Trump... C'était pas mal, oui. Donc, je faisais un livre sur les hôtels mythiques. Mais enfin, c'est une autre histoire. Mais en 2 mots, cet ami m'avait dit: est-ce que tu as envie de rencontrer Trump? Et Trump, c'était à l'époque considéré un peu comme le tapis américain, l'homme d'affaires, etc. Je lui dis: oui, ça m'intéresse de rencontrer. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que donc c'était en 88 ou 89, comme ça. Et je me rappelle qu'on a eu un entretien, et à un moment donné, il me dit, toujours un peu dans la mégalomanie, mais il aime beaucoup ça, il m'a dit: je connais tous les prix de vente des gratte-ciel de Manhattan à $1000 près. Et j'ai souri, j'ai dit: oui, enfin bon. Il dit: vous ne me croyez pas? J'ai dit: je ne vous crois pas. Il me dit: écoutez, on va faire un test. Vous allez aller voir un agent immobilier, ceux que vous voulez à Manhattan, et vous choisissez les immeubles que vous voulez, et je viens avec vous après, et vous verrez si. Et pour la faire courte, je suis allé, et effectivement, le type m'a donné les prix de vente de Chrysler Building, Time Life Building et autres, et effectivement, je suis reparti avec lui, avec Trump le lendemain, et il connaissait les immeubles à moins de $1000 près, et il en parlait comme un paysan parlait de ses vaches. C'est son job, après tout. C'était ça, c'est son job, absolument. Ouais. Donc, et il me dit, je me rappelle très bien qu'à la fin de l'entretien, je lui dis: mais un jour, vous n'avez pas envie d'aller en politique? Et il m'avait dit: écoutez, simplement si je peux un jour être président de la République, sinon ça ne m'intéresse pas. Et on avait rigolé, et puis voilà. Et je le retrouve donc, si vous voulez, par un ami commun. Une amie commune d'ailleurs. J'ai réussi donc à voir Donald Trump en fin janvier. C'était 5 jours avant la première de l'Iowa, où je l'ai vu à la Trump Tower, etc., où on a fait l'entretien. Mais ce qui est intéressant dans 2 ou 3 choses, je veux dire, quand vous dites qui est-il, en dehors de ce qu'on peut penser de lui, je veux dire des jugements de valeur, c'est un type brut de décoffrage. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il ne m'a pas du tout parlé comme « Ah, c'est un journaliste français, on va parler public français ». Il m'a parlé comme si je venais de Portland ou de Cincinnati ou de l'Iowa ou de n'importe où. Et on a parlé, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a parlé du Bataclan, on a parlé de l'Europe, on a parlé de beaucoup de choses. Et surtout, j'ai remarqué que ce qu'il me disait, pratiquement mot pour mot, je l'ai entendu 15 jours, 3 semaines après à la télévision, où je l'avais vu dans des meetings ou des déclarations. Ça, c'est une chose. Et en fait, ce qui est très intéressant aussi, mais on va peut-être développer, c'est que l'apparition de Trump, et là où il est, pas du tout, je ne vais pas faire de pronostic sur ce qu'il va faire ou pas, mais montre le rapprochement des problématiques entre l'Europe et les États-Unis. Ça, c'est quelque chose de très. Enfin, ça m'a frappé. On ne peut pas comprendre Trump en Europe, c'est ce que. Au contraire.
On ne comprend Trump en Europe. Oui, on ne l'a pas du tout compris d'ailleurs, mais on comprend Trump en Europe si on comprend que les États-Unis, du point de vue de beaucoup de problématiques, se sont rapprochés de l'Europe. Je veux dire, qui aurait dit il y a 25 ans que l'immigration était un problème numéro un aux États-Unis? Qui? C'est un pays d'immigrés. Qui aurait mis l'immigration comme un des problèmes les plus importants? Ça n'existait pas. Deuxièmement, l'histoire, quand il parle de relocalisation, quand il parle de tout ça, il en parle comme qui? Comme Marché ou comme Montebourg? Je veux dire que quelque part, sans comparaison les paraisons, mais vous avez des choses qu'il dit qui se rapprochent étrangement d'un côté à la gauche, c'est-à-dire qu'il contourne à gauche comme il contourne à droite. Et ça, c'est très intéressant. Rappelez-vous aussi ce que Marché disait de l'immigration. C'est-à-dire, il a, vous savez, je compare ça, et en américain, ils disent « he has hit a nerve ». Il y avait un nerf qu'il a touché. Encore une fois, pour le meilleur ou pour le moins bon, moi je constate, je ne fais pas de jugement là-dessus. On en parlera plus tard. Mais il y a quelque chose qu'il a touché de très, très, très profondément en Amérique. Et quand je suis allé à ces meetings, deux choses m'ont frappé. C'est quand j'ai demandé à des Américains qui touchent 2 000, 3 000 dollars pourquoi ils votent pour un multimilliardaire et pourquoi ils voteraient pour lui. Ils m'ont dit parce que lui, il n'est ni achetable ni vendable. Il n'y a pas des lobbies qui peuvent l'acheter. Bah. Deuxièmement, he tells it like it is. Il le dit comme on le sent. Et donc, quelque chose s'est passé. Il y a eu le Tea Party avant, il y a eu des tas de choses avant. Mais quelque chose s'est passé qui était impensable. Car je vous rappelle simplement, et que dans les journaux américains, dans les journaux français, parmi les experts, partout les experts, les sachants, les connaisseurs de la politique américaine, personne ne pariait un copec sur lui. Il y a un an, personne. Ouais, on l'a dit, Joseph Smallhover, justement, le problème aujourd'hui aux États-Unis, est-ce que c'est pas ça, c'est ce décrochage complet entre les élites d'un côté politique dont ne veut plus le peuple américain. Et malheureusement, Hillary Clinton en fait partie. Non, je ne pense pas. Sérieusement, je ne pense pas. Il y a un clivage, effectivement, mais le clivage est plutôt économique et aussi une question de classe sociale des gens qui arrivent. Qui est aujourd'hui les supporters de Donald Trump? Ce sont principalement les hommes blancs mal éduqués. Attention, mal éduqués en politique, ça veut dire quoi? Non, mais mal éduqués, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être un high school, ils n'ont pas de presque jamais de diplôme universitaire, voire beaucoup moins, et ils habitent principalement dans les régions du centre, enfin les Appalaches et puis le centre. Et par exemple en Pennsylvanie, dont je suis originaire, vous trouverez très peu de supporters de Trump à Philadelphie et à Pittsburgh, mais beaucoup au milieu dans les zones rurales ou semi-rurales. Donc ce sont des gens, effectivement, qui sont un peu laissés pour compte. Donc l'élection, c'est un électorat populaire pour Trump et les élites pour Clinton, c'est ça? Mais populaire d'autres souches. Nous avons, côté démocrate, bien entendu, la question d'immigration est très importante. Donc nous avons, bien entendu, tous les hispaniques. Également une vaste majorité beaucoup d'Afro-Américains, mais aussi des Asiatiques, beaucoup aussi, et différentes catégories de la population non blancs. Donc c'est une coalition totalement différente. Ce n'est pas forcément qu'ils sont fâchés avec les élites. Je pense que ils sont fâchés avec leur sort. George Yates, d'accord avec ça? Je comprends d'ailleurs, je finis. C'est un sentiment qui n'est pas très loin de ce qu'on avait vu en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne avec le Brexit. Ça, c'est tout à fait vrai. Je crois que dans le monde entier, en ce moment, il y a cette réaction, cette révolution. D'ailleurs, un autre qui a bien représenté ça, c'était Bernie Sanders. Je crois que finalement, Bernie Sanders et Donald Trump, il y a un lien quelque part. Ils sont tous les deux des gens révolutionnaires. En parlant de Hillary Clinton, je crois qu'elle est quand même establishment parce que ça fait quand même plus de 30 ans qu'elle est en politique. Tout le monde connaît son profil. Et je crois que pour cette élection, ça, ce n'est pas un avantage
le fait Parce qu'elle en joue là-dessus. J'ai 30 ans d'expérience Exactement, mais politique, je alors crois que que- Trump ne l'a pas. Je crois que le peuple, l'électorat à l'heure actuelle n'est pas en train de chercher quelqu'un qui a 30 ans d'expérience. Et moi, je suis assez content que finalement Trump n'en a pas. On compare d'ailleurs Trump à Reagan. D'accord avec ça? C'est le même phénomène? Non, je ne pense pas que c'est tout à fait la même chose parce que Reagan était the grand communicator. Il n'y avait Ah bah, pas. Trump aussi. Non, je trouve que pour Trump, s'il a un inconvénient, c'est qu'il ne sait pas vraiment parler pour séduire les gens. Il est trop direct, il dit les choses telles qu'il les voit. Bon, pour certaines personnes, c'est très bien, mais Reagan avait la possibilité de présenter tout pour plaire à tout le monde. Et je ne pense pas que Trump est dans ce panier-là. André? Oui, je voudrais juste peut-être faire un portrait plus large, hein, to get the landscape wider. Juste, moi, ce qui me frappe encore une fois, et je reviens à cette histoire d'Europe et d'Amérique, il y a eu un livre remarquable de Christophe Guilluy, un démographe, qui s'appelle La France périphérique. Il racontait comment les métropoles, qui sont, eux, les acteurs de la mondialisation et les bénéficiaires de la mondialisation, avec les primo-arrivants, les immigrés, etc. Et vous avez toute une population qui a été ce qu'il appelle la périphérie, c'est-à-dire dans les petites villes, etc. Petits artisans, petits commerçants, petits employés, petits agriculteurs. Et on a vu en France comment, et c'est un mouvement tout à fait fascinant, comment la classe ouvrière est passée, je caricature, mais à peine, du PC, du Parti communiste, au Front National. Ça, c'est quelque chose qui, en 25 ans, est quand même tout à fait remarquable. Et pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a eu des millions et des millions de laissés pour compte. Et quand on va en Amérique, l'impression que j'ai, je peux me tromper, c'est que Trump représente cette Amérique périphérique. C'est-à-dire qu'il a réussi à capter... Lui, le milliardaire qui habite la Trump Tower Absolument. au cœur de New York. Lui, le milliardaire. Et le pourquoi? contraire de la vie de... Mais oui, des pourquoi? gens qu'il Parce qu'il représente. leur dit à ces gens-là, encore une fois, ils ne savent pas où ils sont. Ils ont l'impression que même en Amérique, l'Amérique, the land of possibility, the American dream, il leur dit, on a l'impression des gens que l'ascenseur social ne fonctionne plus comme il fonctionnait avant, que leurs enfants ne seront pas mieux qu'eux. Et c'était ça quand même. Quel est le rêve américain? Pourquoi des millions et des millions de gens veulent aller en Amérique? C'est la terre des possibilités. Et il se dit, ce type, n'oublie pas que le rapport à la richesse avec les Américains n'est pas le rapport à la richesse avec les Français. Bien sûr. Français, un type riche, c'est automatiquement un voleur, un salaud, un prédateur, ou qui mérite d'aller en prison le plus vite possible. En Amérique, c'est pas tout à fait la même chose. Et il se dit, pourquoi moi aussi, je n'arriverai pas à faire comme lui, etc., etc. Bon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose, et moi je crois que c'est ça qui est très intéressant, quel que soit le résultat des élections. Hillary Clinton, elle est Clinton, c'est vrai qu'elle est là effectivement depuis très longtemps, elle est ce qu'elle est, mais moi ce qui m'a frappé, une chose que je vais vous dire, moi, alors, sans faire de... J'ai été très frappé, j'ai rencontré beaucoup d'électeurs de Bernie Sanders, je vais souvent en Amérique, et les électeurs de Bernie Sanders, ils ne vont pas voter pour Trump, mais ils ne vont pas voter pour Hillary Clinton, en tout cas beaucoup d'entre eux, je ne dis pas tous, là, la majorité votera, bien sûr. Et Bernie Sanders a appuyé Hillary Clinton. Mais il y a ce côté de dire, nous, on ne veut pas ça. Et regardez les scores que font Gary Johnson et Jill Stein. Surtout Gary Johnson, le libertarien, et Jill Stein. Il y a quelque chose qui se passe, en tout cas, de ce point de vue-là. Mais beaucoup de républicains ne vont pas voter Trump non plus. Non plus, c'est évident. Ouais. Surtout c'est ce qui l'establishment. fait le paradoxe de mais cette surtout élection. Le fait que les néoconservateurs le détestent, les considèrent comme c'est un traître au conservateur. C'est un traître, en fait, à son milieu. Est-ce qu'il y a de part et d'autre de véritables programmes? On n'a pas tellement l'impression. Côté démocrate, bien sûr, nous avons un programme très développé. Et ça, c'est une reproche d'ailleurs que beaucoup de gens font à Hillary Clinton, c'est qu'elle est vraiment policy wonk and nerd. Elle parle vraiment de ce qu'elle veut faire et dans les détails qui peuvent à la fois être un peu ennuyeux. Parce que Trump, moi je ne pourrais même pas décrire par éventuellement le fait par une baisse d'impôts et la construction d'un mur entre les États-Unis et le Mexique Que doivent payer les Mexicains. Et je ne saurais pas dire qu'est-ce qu'il a comme programme. Ouais. Il en parle
rarement, sauf que Make America Great Again. Or, Ouais. Hillary, c'est les démocrates, nous avons, et je participais, j'étais membre du comité de rédaction du plateforme du Parti démocrate, et elle est extrêmement détaillée, et elle en parle dans tous ses discours. Georgie Donc, Hetz, ça, c'est programme ou vraiment pas une vraie programme? différence. Il y a quelque chose. Parce qu'America First, ça suffit pas quand même. Non, mais il y a quand même quelque chose de très intéressant dans le programme de Donald Trump et le Parti républicain cette année, pour ceux qui habitent à l'étranger au moins, c'est qu'ils ils sont contre cette histoire de FACTA. Trump est en train de Cette dire... histoire de quoi, pardon? Ah oui, le NAFTA. Non, FACTA, où les Américains, comme vous le savez, sont imposés partout dans le monde. Ah oui. Et maintenant, on est obligé de faire tellement de déclarations que les banques en France et ailleurs ne veulent plus d'Américains. Ils ferment leurs comptes, ils même ferment leurs prêts. Et c'est une catastrophe que ce que le Congrès américain nous a donné. Et Trump... Mais ça, c'est pas particulièrement démocrate ou républicain. Ça a toujours Ah, été. Même Neil Armstrong je sur ne la sais Lune pas. a dû payer ses impôts. Mais je pense que les démocrates ont voté pour ce truc-là. Et finalement, Trump est même allé jusqu'au point de dire, écoutez, il est peut-être temps de réfléchir. Pourquoi est-ce que les Américains sont imposés partout dans le monde, même s'ils n'habitent pas aux États-Unis? Mais Georges, Et ça serait une très bonne chose pour nous tous. tu ne penses pas sérieusement que l'électeur républicain en Oklahoma s'intéresse pour une question de fiscalité de son cousin troisième degré qui habite en Europe. Absolument. Cet aspect-là, c'est uniquement un problème d'Américains à l'étranger et ça ne les intéresse pas aux États-Unis. Oui, mais c'est quand même 9 millions C'est d'Américains pour ça qui que- habitent c'est en pour dehors ça des que- États-Unis. C'est pour ça. Ça peut changer une élection. Alors, le de- programme Trump, c'est quoi? C'est l'anti-immigration? Le programme Trump, je vais vous faire sursauter, de part et d'autre, je ne sais pas. Le programme Trump, c'est le New Deal de 2016. Alors je vais dire Franklin Delano Roosevelt et tout le monde va sauter en l'air, mais ça ne fait rien. En fait, qu'est-ce que disait Franklin Delano Roosevelt? Je rappelle que Franklin Delano Roosevelt, après les années 30 et la Grande Dépression, et en 1945, avait en tout cas décrété l'immigration zéro, qui a duré jusqu'en 1960. Il faut se rappeler qu'il y a eu une période immigration zéro aux États-Unis. Ensuite, il y a eu les grands travaux. Ensuite, il y a eu la séparation d'avec Wall Street, en tout cas un certain contrôle de Wall Street et de la bourse. Il ne faut pas se rappeler que Trump, ce n'est pas George Soros. George Soros a fait sa fortune sur la banque, sur la dévaluation de la livre, sur jouer avec les monnaies comme font tous les bons Chinois aujourd'hui. Trump, ça fait de l'immobilier, avec effectivement des magouilles et tout ce que tu veux. Mais ce n'est pas la même chose Et des de échecs faire aussi. le trader. Et des banqueroutes même, il faut le dire. Mais il s'est remonté. Pourquoi il s'est remonté d'ailleurs? Juste un truc très intéressant. Je ne sais pas si en France on pourrait faire. Quand il est voir les banquiers américains et qu'il avait une dette de 3 milliards de dollars, on lui dit, bon, ben, c'est fini, t'es mort, tu es enterré. Il a dit, écoutez, mettez mes sociétés en faillite, mais pas la marque Trump, parce que la marque Trump, elle peut encore rapporter. Et les banquiers l'ont suivi. Je ne sais pas si en France un banquier suivrait, mais en Amérique, ils l'ont suivi. Fermons la parenthèse. C'est-à-dire qu'il y a chez lui, quand il dit par exemple que les sociétés américaines qui mettent leurs fonds à l'étranger, il y a aujourd'hui 2000 milliards de dollars dans les paradis fiscaux et à l'étranger de la part des sociétés américaines. 2 trillions de dollars. Lui dit, OK, vous les rapprochez, on va vous faire des impôts extrêmement lenient, très, très soft, pour que vous les rameniez. Mais les 2000 milliards de dollars, il faut qu'ils rentrent aux États-Unis, par exemple. Et quand il dit aussi, du point de vue ça parle, ça. Quand il dit, écoutez, quand il dit, dans son propre camp républicain, quand moi je me rappelle, j'ai assisté au truc avec Jeb Bush, où il dit, mais ton frère George Bush, il est allé à la guerre en Irak. Mais la guerre d'Irak, on a perdu des dizaines de milliers de soldats. On a dépensé 5 000 milliards de dollars, 5 trillions. Pourquoi? Il fallait aller en Arabie Saoudite. Il dit, vous voulez la défense, payez pour. C'est-à-dire qu'il a un langage, vous voulez qu'on vous défende, vous payez. Il a ce langage-là et ça tire. Et quand vous parlez de Hillary, moi je veux dire, Hillary c'est très intelligent. Hillary c'est une autre politique. Lui c'est Make America Great Again, à la fois la nostalgie, la grandeur de l'Amérique, perdue, retrouvée.
Elle fait une politique très intelligente aussi, mais qui est une politique ce qu'on appelle de segmentation. C'est-à-dire les latinos, les afro-américains, les gays, les LGBT, etc., etc., etc. Elle fait une politique, d'ailleurs très, très, très moderne aussi, qui s'appelle segmentation. Lui fait la politique ubérisation, la politique des intermédiations, Twitter, Facebook, Instagram. Pourquoi il attaque les journaux en permanence ? Les gens qui sont contre lui. Pourquoi ? Et ça, je l'ai vu dans un meeting, etc. Parce qu'il y a 30 ans, le New York Times faisait la politique américaine. Si tu avais un mauvais papier dans le New York Times, tu étais très mal. Aujourd'hui, on s'en fout. Ça n'a aucune... Enfin, ça a très, très, le New très York peu Times d'importance. qui a annoncé la couleur, hein, qui a dit on fera Absolument. tout pour faire élire Hillary Et Clinton. aujourd'hui, en tout cas, et Trump qui sort les histoires d'impôts contre Tout à fait, l'histoire Trump, d'impôts. qui n'aurait pas payé d'impôts voilà. pendant 18 ans. Voilà. Et il dit, moi j'ai utilisé la loi, j'ai effectivement utilisé la loi à mon avantage. On verra ce que ça lui permettra de gagner. Mais je reviens à un truc simplement. Je dirais que New York Times, aujourd'hui, posséder New York Times avec les pertes, c'est moins important que d'avoir la main mise sur Twitter. Oui, mais ça, c'est valable dans le monde entier. Le pouvoir des journaux est malheureusement un peu en perte de vitesse. Est-ce que ça veut dire, avec ce programme de part et d'autre, que c'est la fin d'une certaine mondialisation qu'avait voulu George Bush, c'est-à-dire aller partout, avoir le même mode de vie partout? Est-ce que c'est un recentrage vers l'Amérique qui peut répondre à ça? Je pense qu'il y a effectivement un recentrage, il n'y a pas de doute. Et je crois que Trump l'a... S'il a quand même quelque chose qui se compare avec Ronald Reagan, c'est qu'il a le nez pour sentir la direction du vent. Lui-même ne veut pas du traité Europe-États-Unis, d'ailleurs, hein, je crois. Vous savez, je pense qu'il n'a pas beaucoup d'idées extrêmement fixes. Parce qu'il faut voir dans C'est le représentant républicain qui dit ça. Mais je crois que c'est vrai, parce que c'est un homme, après tout, qui a pris des décisions, businessman, et un businessman, parce que moi je suis avocat, mais donc j'ai suivi ça quand même avec des hommes d'affaires. Ils peuvent changer d'avis d'un jour à l'autre. Oui, mais là, on lui demande d'être le président des États-Unis. Oui, mais je crois qu'il va faire pour les États-Unis ce qu'il a fait un petit peu pour son propre... Faillite. Donc, faillite. C'est une très bonne idée, faillite. Je ne pense Super, pas qu'on va aller vers la faillite, mais je pense qu'on va vers le changement. Non, juste un mot par rapport à ce qui... Parce qu'on me dit toujours, mais Trump, ça va être la Troisième Guerre mondiale. Je dis, n'oubliez jamais que ce n'est pas un idéologue, c'est un homme d'affaires et un négociateur. Il adore Vladimir Poutine. Hein. Mais j'allais vous parler de ça. Quand je lui ai demandé, mais ça ne vous gêne pas que les Russes soient maintenant en Syrie, qu'ils fassent la politique, qu'ils sont la puissance dominante là-bas, etc. Mais ce qui est très intéressant par rapport à l'Amérique et l'étranger, vous allez au Moyen-Orient, vous demandez, non pas que l'Amérique, c'est toujours la superpuissance, mais la confiance n'est plus du tout la même. Parce qu'ils se disent sur quoi on va tomber. Lui, quand il dit, moi, je veux écraser Daesh, et si Poutine fait le job mieux que moi, eh ben, je ne vois pas pourquoi je ne m'en irai pas avec Poutine. C'est ça, ce truc. À bombarder les populations civiles et ça passe comme portes et profits. Hélas, de part et d'autre, c'est immonde, mais de part et d'autre, c'est ce qu'ils font. Je vous signale quand même que ce qui se passe au Yémen, où l'Arabie Saoudite bombarde hôpitaux, femmes et enfants, ne fait pas la moitié du bruit. Comme quoi, il y a des victimes qui plaisent et des victimes qui plaisent moins. Hein. Moi, je suis très frappé par ça. Rien sur l'Arabie Saoudite, rien sur le Yémen, où il y a des massacres absolument atroces qui se passent tous les jours. Mais on parle de la Syrie, on a raison de parler de la Syrie. Parce qu'il n'y a pas de journalistes, pas autant, en tout voilà. cas. Mais j'aimerais qu'il n'y ait pas de poids de mesure là-dessus. Vous avez raison. Joseph Smallhoover, est-ce que alors, on entend tout ça, Trump, c'est effectivement la révolution, et Hillary Clinton, c'est la continuation de la politique américaine? En fait, oui. C'est la continuation. Elle est la continuation, avec quelques nuances quand même. Mais dans cette élection, c'est lui qui est nouveau. Bon, Hillary, on connaît depuis très longtemps. C'est pas très vendeur ce que vous dites. Non, mais moi j'ai extrêmement confiance en elle et le parti a extrêmement confiance en elle parce qu'on sait exactement comment elle pense, comment elle va réagir. Et ça, c'est rassurant. On ne connaît rien
sur Donald Trump. Sauf que le fait que nous sommes incapables de savoir qui a été cet homme. Il est capable. C'est-à-dire qui est Non, cet homme? Ah oui, par exemple, il y a quelques jours, il a attaqué le ex-Miss Universe pour soi-disant avoir participé dans un film porno. Elle n'avait pas participé dans un film porno, mais il avait oublié que lui avait été dans un film porno. Bon, certes, il a gardé ses habits pendant cette film. Mais le débat est Mais à ce niveau-là. Non, mais non, mais c'est qu'il est capable de dire tout et n'importe quoi. Et c'est pas du tout rassurant. Je m'appelle en 2008, chaque fois qu'il y avait un meeting républicain, il disait « We don't know Barack Obama, we don't know Barack Obama », malgré le fait qu'il avait écrit plusieurs livres, qu'il était quand même sur la scène, et qu'on le voyait bien. We don't know Donald Trump, à part le fait que il avait cet horrible programme The Apprentice, où il prenait un plaisir extraordinaire en virant des gens. Qu'est-ce qu'on de ne la sait télé-réalité aux États-Unis. le reste, on ne connaît pas. On ne sait pas comment il va être. Il n'a jamais gouverné quoi que ce soit. Il n'a jamais essayé de négocier avec le Congrès. Il n'a jamais négocié avec un autre pays. C'est quelqu'un qui est totalement pas préparé, donc effectivement très révolutionnaire. Et Hillary, dans ce sens, est par contre une personne qui est complètement préparée pour la présidence. André Berkoff, on va vers le docteur Folamour avec Trump Non, je ne crois pas une minute de ça. Vous savez, le problème de Hillary Clinton, il y a deux choses. C'est vrai que, comme vous dites, on la connaît bien. Mais il faut rappeler quand même qu'on connaît bien aussi la fondation Clinton, on connaît un certain nombre de choses parce que les casseroles sont des deux côtés. Elle a quand même des casseroles assez remarquables quand même. Il faut le dire avec les mails. Les mails. Quoi ? George Bush a effacé 22 millions de mails. Mais 22 millions, et les républicains n'ont jamais rien dit. Oui, non, mais attendez, vous ne pouvez pas nier qu'à un moment donné, et on le sait, quand elle était secrétaire d'État au département d'État, il y a eu quand même, avec Huma Abedin et compagnie, quelques contacts qui relevaient du conflit d'intérêts. Je ne dis pas qu'elle a été achetée, je ne dis pas ça. Il y a eu des choses, mais moi, si vous voulez, simplement une chose, c'est que moi, je suis frappé d'une chose, c'est qu'en tout cas, comme nous, ici en France, on doit se poser des questions sur un certain nombre d'évolutions politiques, en Amérique, je dirais, les gouvernants, l'élite doivent se poser des questions sur comment, si Donald Trump n'était qu'un espèce de crétin qui disait n'importe quoi, comment des millions et des millions d'Américains, et qu'il est dans les sondages à 2 points avec Hillary Clinton. Parce que sur le papier, vous savez très bien, il y a 6 ans, Hillary Clinton, il n'y avait même pas de discussion. Donald Trump était quelqu'un, relisez les papiers qui s'écrivaient dans la presse américaine, Donald Trump était avec un clown, un nez de clown dans le New York Post. Il était là. Vous disiez, qu'est-ce que c'est que ce type qui vient se présenter dans un truc? Il n'est rien. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de la personne, et c'est ça qui est important en politique, pourquoi aujourd'hui des millions et des millions et des millions de gens qui ne sont pas toutes, et ça a été une erreur d'Hillary Clinton, elle l'a dit, basket of, vous savez, les deplorables, c'est-à-dire les espèces de pitoyables mecs qui votent pour Trump. Bon, alors peut-être qu'ils sont pitoyables. Pourquoi en France, quand on dit que les 6 millions ou 8 millions qui votent pour Marine Le Pen ne sont pas tous, excusez-moi... Vous voyez un parallèle, vous, entre le Front National et Trump, de toute façon. Non, je vois ou sur le phénomène de l'électorat des deux. Je vois sur le phénomène de l'électorat, pas entre le Front National et Donald Trump, mais sur le phénomène de l'électorat, c'est clair. C'est les laissés pour compte, c'est les gens qui, à la mondialisation, on leur a dit, écoutez, vous savez ce que c'est, moi, en 2 mots, je trouve qu'il y a eu un licenciement massif, un plan social, des élites mondialisées qui ont licencié leur petite classe moyenne, en disant, écoutez, on ne va pas vous faire crever de faim, mais débrouillez-vous. Vous, on n'a pas tellement besoin de vous. Maintenant, il y a de nouveaux jobs, il y a de nouvelles technologies, tout ça, vous débrouillez. Les types, les millions qui se retrouvent, ils disent, oui, d'accord, c'est très bien, et moi, je fais comment avec 1000 euros par mois et mes 2000 euros par mois? Ah ben, vous vous débrouillez. C'est comme ça. Vous n'êtes plus dans c'est l'Amérique qui a voulu cette mondialisation. Mais ce n'est pas la mondialisation qui est en cause. C'est la pédagogie qu'on a faite de la démondialisation depuis 40 ans. La mondialisation, elle est là. On ne va pas dire « Ah, on est contre la mondialisation ». Moi, je ne suis pas du tout souverainiste. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'on a laissé choir, tomber, sans explication, sans rien, des millions et des millions de gens. Et ceux-là, évidemment, ils ne sont pas très contents. Donc, la solution, c'est de refermer le protectionnisme,
Non, surtout pas. Surtout pas. Surtout pas, que ça veut rien dire le protectionniste aujourd'hui. Vous savez, on a fait une photo dans un magazine, je vous rapporte ça, c'est un magazine français magnifique, ils ont mis un couple avec leurs 3 enfants dans leur intérieur. Et on a dit maintenant vous allez enlever tout ce qui a été fabriqué à l'étranger. Ils se sont retrouvés à poil et puis il n'y avait plus rien. Ah, donc on ne va pas rebâtir ça en 2 secondes. Donc ça ne veut rien dire. Simplement, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Je veux revenir sur une question. Il y a quelque chose quand même qui me frappe avec Hillary Clinton. Et ça, c'est vraiment son jugement. Je trouve qu'elle a dit elle-même, s'il avait à refaire, elle n'aurait pas fait ces histoires d'email. Elle a dit, si je l'avais à refaire, j'aurais dit, je l'avais la pneumonie avant. Je trouve que c'est quand même curieux pour quelqu'un qui, avec plus de 30 ans, si Trump faisait ça, je comprendrais, parce que il est nouveau dans le jeu. Mais, troisièmement, je trouve absolument invraisemblable qu'avant de se lancer dans cette campagne, ils n'ont pas se retiré tous les Clintons du Clinton Foundation. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a personne d'autre dans le monde entier qui peut diriger cette activité. Et ça va la nuire dans sa campagne, c'est le cas. Elle a envie d'être présidente, c'est la seule chose qu'elle veut dans la vie. Et de laisser cette histoire de Clinton Foundation continuer, ce n'est pas Qu'est-ce qui est mal dans la Clinton Foundation? La Clinton Foundation dépense 95% de l'argent pour les pauvres. Moi, je ne dis pas qu'il y a... Trump Foundation dépense l'argent pour les familles Trump. Moi, je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mauvais. La Clinton Foundation ne touche personne de la famille. Mais les salariés. L'apparence n'est pas bonne. N'est pas bonne. Et si elle veut être élue président, je crois que elle va être élue président, premièrement. Je crois qu'elle aurait beaucoup plus de chances d'être présidente si elle avait... Et comme elle ne travaille pas la Clinton Foundation, il n'y a aucun problème. Allez, si Donald Trump est élu le 8 novembre président des États-Unis, quelles sont les premières mesures qu'il met en place, qu'il prend? Acheter des briques, parce qu'on en aura besoin pour le mur. Moi, je crois profondément que Donald Trump a une idée qui est extraordinaire, et ça, c'est de refaire les grandes villes des États-Unis. Ça, c'est une chose... Les ponts et les aéroports. Les ponts et les aéroports, mais surtout... Pourquoi? Parce que les infrastructures sont dans un état lamentable? Et les gens dans les grandes villes, il y a des quartiers où la police n'y va pas. Ce n'est pas possible. Comme en France, mais je pense qu'il est sincère quand il dit on ne peut pas laisser les gens vivre dans de telles conditions dans un pays qui est quand même relativement riche encore. Et je suis étonné que les démocrates n'ont rien fait parce qu'ils étaient soutenus par cet électorat depuis 50 ans. Qui contrôle le budget depuis des années? Les républicains ont interdit toute dépenses pour l'infrastructure aux États-Unis depuis des années. Les villes sont dans l'état où ils sont parce que le Parti républicain a refusé depuis des années et des années et des années d'investissement dans l'infrastructure. Je suis d'accord avec Donald Trump s'il veut rebâtir les villes, parce que c'est important, mais la raison pour laquelle les villes sont dans l'état où ils sont, la raison pour laquelle les highways sont dans l'état, c'est parce que les républicains ont voté depuis des années, refusé tout investissement. Réponse dans à ça? Moi, je suis un peu contre ça, parce que quand je regarde le Congrès et la présidence, dans les années 1993 à 1995, quand Bill Clinton était président, ils avaient 57 des 100 sénateurs étaient démocrates et 258 des représentants sur les 435. Donc, avec le Sénat, la Chambre et le président... Ça, c'était il y a 20 ans, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'Obama est complètement empêché par le Congrès. Oui, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ils ont cette bonne idée de faire quelque chose quand ils avaient la possibilité de le faire? Les républicains n'auraient pas pu s'opposer. On avait une majorité pendant 2 ans dans les années Clinton et 2 ans, même pas 2 ans, dans les années Obama. C'est tout.
Je pense que ça ne prend pas plus que 2 Non, ans je- pour ouais, voter si. une loi. Je voudrais juste rappeler, pour sortir du combat, un duel homérique républicain-démocrate, que je dirais que Trump est aussi républicain que moi je suis pape. Trump n'est pas républicain. Trump est un type qui s'est imposé contre la hiérarchie, contre la direction du Parti républicain. Ne l'oublions jamais. C'est comme il s'est imposé. Rappelez-vous comment il a troncé tous les mecs. Je veux dire qu'il Jeb Bush, c'était formidable. Il lui a dit quoi, Jeb Bush? Moi, je rêverais, en tout cas, d'une télévision où Alain Juppé, Sarkozy, Bruno Le Maire, Mariton s'affronteraient comme l'autre. On sait très bien ce que Sarkozy pense de Juppé. Il lui dit jamais « Tu es un vieux salaud, tu es un dégueulasse, qu'est-ce que tu fais là ?» Alors que qu'a dit Trump à Jeb Bush? Il lui dit « Jeb Bush, tu ne seras jamais président. Tu es low energy. Tu n'as pas d'énergie. » Tu n'as pas d'énergie. Le type, ça l'a tué. Et il lui dit, attends, c'est pas fini. Parce que moi, il lui dit... Alors, attendez de voir les débats sur les primaires qui vont arriver. Hein. On ne sait pas ce qui va se passer. Non, mais oui, on va voir. Mais à mon avis, ils iront là jamais là. Parce qu'il lui dit à un moment donné, et ton frère George, et il lui parle de la guerre d'Irak. Et là, Jeb Bush se fâche et lui dit « Arrête d'insulter ma famille. Ma famille est une grande famille. Tu l'insultes en plein fief républicain, Caroline du Nord. » Et lui dit « Tu sais, et ma mère, elle est extraordinaire. Tu connais pas Barbara Bush. Barbara Bush, la plus intelligente, la plus énergique. » Et Trump le regarde, mais alors Jeb, pourquoi c'est pas Barbara Bush qui s'est présentée? Pourquoi c'est toi? Ben à ce moment-là, il fallait que Barbara se présente. Le type, fini. Allez, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y a un micro, monsieur, qui va circuler, et puis également des questions sur Internet. Robert Chaïd, Média, Télévision, Liberty Media. Une question qui est un peu dans l'imagination autorisée. Est-ce que dans l'avenir, vous voyez un avenir pour M. Joe Biden? Une question à 3. Je crois qu'il est un peu trop vieux. Bon, je réponds non, c'est pas une question de l'avenir éventuellement comme ambassadeur, mais non, il va pas pouvoir se présenter comme président parce que quoi qu'il arrive là, il sera en 4 ans ou en 8 ans, ce sera trop tard. Il sera déjà un peu âgé. C'est pas à exclure, mais je pense pas. Sérieusement, je le vois comme un ambassadeur, éventuellement, quelque part. Autre question? Il y a une chose qui nous frappe toujours, nous Français en tout cas, dans les élections américaines présidentielles, c'est le formidable taux d'abstention, qui tourne toujours autour de 50%. Ça a très rarement dépassé 54, 55%. Bon. Or, cette fois-ci, enfin, si on en juge par certains échos, il semble qu'il y ait davantage d'Américains qui s'apprêtent à voter. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que ça profite éventuellement, est-ce que ça profiterait éventuellement à Hillary Clinton ou à Trump? Moi, je pense que... C'est bon? Vous entendez? Je pense qu'il va y avoir quand même une abstention relativement importante, au moins du côté des républicains. Je pense aussi que ça risque d'être compensé par des gens qui votent pour la première fois parce que Donald Trump les a inspirés quelque part. Moi, je ne suis pas très inquiet pour le Parti républicain parce que je crois que c'est ce qu'on va faire, on va récupérer de l'autre côté. Mais taux d'abstention, ça risque d'être relativement important, je pense. Parce qu'il y a des gens qui sont... il y a pas mal de gens qui n'aiment pas Hillary et qui n'aiment pas Trump. Et le débat est tellement sale à l'heure actuelle que ça décourage les gens à voter. C'est terrible ce que vous dites. Vous dites on ne va pas voter pour un candidat qu'on aime, mais contre ce que vous disiez au début, le moins pire. Ça a été en 2012, ça a été quoi, mon cher, en France? Ah mais moi je ne compare pas avec la France. On le connaît un petit peu ici. Ouais.
Non, juste. Non, je partage le point de vue avec Georges. Ce que je crois en fait, qu'il y aura beaucoup de voix, par exemple en Californie et au New York pour Hillary, qui ne sert à strictement rien sur le plan électoral, parce que c'est déjà gagné d'avance. Il y aura tout le monde dans Oklahoma va voter, mais vont voter pour Trump, et ça ne sert pas à grand-chose non plus. Mais dans beaucoup d'endroits, par contre, il y aura des gens qui vont simplement dire non, je ne vote pas, ou il y a toujours une possibilité, plutôt républicain que démocrate, que les gens vont quand même aller voter, mais qui ne votera pas dans l'élection présidentielle. Ils voteront des down tickets, donc pour les sénateurs, les représentants. Ça ne se passera pas chez nous. Je pense avec beaucoup moins de fréquence, mais les républicains, surtout ceux qui sont plus modérés et qui n'acceptent pas le fait que Trump n'est pas un républicain pur et dur, qui voteront pour les autres, mais pas pour lui. Est-ce qu'il y a toujours les mêmes, ce qu'on appelle swing states, c'est-à-dire les États changeants? C'est les mêmes ou la carte a été un peu redistribuée pour cette élection? Moi, je pense que cette élection va se jouer sur 3 États, la Floride, l'Ohio et éventuellement la Pennsylvanie. Parce que si jamais Trump dégage ces 3 États-là, je crois que ça veut dire qu'il est élu. Et la même chose, certainement, pour Hillary Clinton. Et c'est pour ça que les 2 candidats passent beaucoup de temps dans ces États. Qu'est-ce que vous en pensez, Oui. André? Écoutez, moi, ce qui m'a frappé, c'est à la fin de l'entretien avec Trump, donc c'était avant l'élection, lui, parce qu'il avait une stratégie, il m'a dit, moi, ce que j'espère avec une campagne complètement différente, c'est d'attirer, ça répond à ce que dit monsieur, des abstentionnistes, parmi les 50% d'abstentionnistes. Si par une campagne complètement atypique et peut-être excessive, j'en ai 10%, ça ne veut pas dire qu'ils ont chez lui, pas chez Hillary, mais enfin, lui, son pari, c'est ça. Est-ce que son pari va le perdre? Lui, il pense que si 10 à 12% de ces abstentionnistes habituels, chroniques, qui ne votent jamais, vont se réveiller avec cette campagne et voteront pour lui, il pense qu'il a gagné. Alors c'est un pari qu'il va gagner ou qu'il va perdre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, encore une fois, c'est le 8 novembre, hein, c'est presque dans un mois, que côté sondage, on ignore tout de qui va gagner aux États-Unis? Puisque regarde, on est à 2 points actuellement. On est dans la marge d'erreur, ce qu'on appelle la marge d'erreur. Donc vraiment, il y a un mois, c'était pas ça. À un moment donné, Trump est retombé, Hillary est montée. Mais on est, ce qui est tout à fait fascinant d'ailleurs, c'est qu'on est à une marge de points. Et je ne sais pas si dans l'histoire américaine, est-ce que ça a été ça déjà dans d'autres élections, avec des marges aussi... Oui, en 88, avec Dukakis, qui était en septembre à 18 points d'avance, et qui a fini. Oui, il a fini presque avec 18 points derrière. C'était le baladur américain. Ouais. D'accord pour les sondages. Il y a encore 2 débats qui vont venir. Ils peuvent être décisifs. On dit que le premier débat, Trump l'a perdu. Moi, je pense que les débats probablement comptent pour moi cette fois-ci, parce que l'électorat est tellement divisé. Vous n'allez pas changer, à mon avis, quelqu'un qui soutient Trump, qui va voter pour Hillary à cause du débat. Parce que le jeu n'est pas fait là. C'est une élection révolutionnaire. Vous êtes en train de dire qu'il y a peu d'indécis, en fait. Je pense que les débats vont avoir pas énormément d'effet parce que c'est un avantage pour Trump d'une certaine manière parce qu'on n'attend rien de lui. On dit qu'il n'est pas bon. Tandis que Hillary Clinton, ça fait 30 ans qu'elle fait ça et donc elle devrait être absolument parfaite. Donc les gens ne sont pas déçus quelque part si Trump fait une erreur ou s'il dit une bêtise même. Si Hillary Clinton fait une bêtise, effectivement, ça serait beaucoup plus grave. Question dans la salle. Oui, j'aimerais revenir sur la politique internationale de Trump et sur les réactions de l'international. Si Trump gagne, quelles vont être les premières réactions d'après vous? Est-ce que les États partenaires des États-Unis, l'Europe, s'y préparent, le Canada, et voilà, quelles vont être leurs réactions?
À mon avis, une chose qui est certaine, c'est que Trump est prêt à regarder tout, de A jusqu'à Z. Je crois qu'il est assez sincère quand il dit nous allons continuer à soutenir nos alliés. Mais si il y a un coût pour cela, il faut qu'ils payent leur partie. Je crois qu'il est... Et ça, c'est un langage qui fait très bien dans l'Oklahoma ou dans l'Arkansas. Effectivement, peut-être ça ne plaît pas aux Français. Mais je crois que beaucoup d'Américains pensent que ça fait des années que nous avons payé pour les autres. Oui, qu'est-ce qu'on paye aux Américains, aux Français? Parce que justement, on est assez atypique de ce côté-là, du point de vue de la force de dissuasion, des forces d'intervention. Les Anglais, alors. Non, juste un mot. Je voudrais revenir. Je reviens de la Commission européenne. Je suis allé faire un tour là-bas pour des raisons journalistiques. Je peux vous dire qu'à la Commission européenne de Bruxelles, on a tous les jours des prières pour que Hillary gagne et que Trump perde. Ça, c'est clair que il y a vraiment, c'est presque au niveau de la prière, quoi. Je veux dire que tous les jours, il y a des commissions qui disent vraiment, il faut. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'Europe, le problème de l'Europe, c'est comme disait Henry Kissinger, moi j'adore l'Europe, mais c'est quel numéro de téléphone pour appeler l'Europe? Je pense que chaque fois qu'il y a un chef d'État en Europe qui soutient Hillary, elle perd, je ne sais pas combien de voix. Peut-être pas. Mais Georges, tu sais très bien que les gens à Oklahoma ne font absolument aucune attention à la politique étrangère. Mais la question de madame n'était pas ce qui se passera du côté américain, que se passera du côté international. Je pense que dans un certain... Si moi j'étais chef d'État, et je ne le suis pas, heureusement pour vous, je serais beaucoup plus à l'aise avec quelqu'un prévisible et que je connaissais. Donc, Trump, il va vraiment, comme disent l'expression anglaise, put the cat amongst the pigeons. Parce que personne ne saura quoi faire et ça va renverser. Tout le monde va être. Il y a une période de confusion. Mais quand il dit, par exemple, donnez-moi 2 heures et je vais m'entendre avec Poutine, ça risque de renverser effectivement beaucoup d'alliances quand même. Même je peux vous dire une chose, c'est que quand il a dit, mais moi j'irais bien voir Kim Jong-un en Corée du Nord, je veux dire, quand il dit ça, il dit quoi? Il dit en 2 mots, encore une fois, on verra bien, quand il dit moi je prends les meilleurs, quand il dit je vais aller discuter avec les Chinois, je n'ai pas discuté avec les politiques qui ne comprennent rien à la finance. Je prends des gens, ils vont leur dire vous arrêtez de jouer avec le yuan. Et il dit pourquoi Obama invite les dirigeants chinois à la Maison Blanche, il faut les inviter à McDonald's, manger en une demi-heure et après aller travailler. Bon, mais il le pense quelque part, je veux dire. Et je voudrais juste faire je ne sais pas si on est à la fin ou pas, mais je voudrais dire juste que Trump et Poutine, je crois, pourraient s'entendre assez bien sur un certain nombre de choses, pour une raison très simple. Mais pour le bien de l'humanité? Ça, c'est une question à laquelle je ne me répondrai pas. Je dirais simplement qu'ils sont tous les deux nationalistes, je dirais pas souverainistes, mais pas en même temps great nation. Poutine, c'est son ambition, la Sainte Russie, quoi. Il ne parle que de ça. Mais je voudrais simplement dire, imaginez une fusion monétaire entre l'Amérique et la Russie, entre le rouble et le dollar, et ça donnerait le roublard. J'exige d'être payé en roublard. Allez, on va en rester là. Merci beaucoup à vous d'être venus pour débattre ce soir au Presse Club. Merci à tous. Et on rappelle le livre d'André Berkoff, évidemment, qui est Donald Trump, Les raisons de la colère, et chez ses First Éditions. Merci à vous. C'est bien. Les raisons de la colère, les raisons de la colère.